il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises, de l'impact énorme que tu peux avoir en prenant soin de la santé mentale de leurs salariés, de prendre soin de l'engagement collaborateur, de la culture d'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. À mes côtés aujourd'hui, je reçois Anthony Munoz Cifuentes qui est cofondateur de Myriad, société spécialisée dans la santé mentale et le bien-être. Salut Anthony, comment tu vas ? Salut, écoute, ça va très bien. Ravi de pouvoir faire cet épisode de podcast avec toi. Je suis super honoré d'avoir été invité. On est content de t'avoir avec nous. Je rappelle que c'est dans le cadre de notre collaboration avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Merci à eux de nous suivre sur cette saison. Comme j'ai dit, tu es cofondateur de Myriad. Tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de l'aventure entrepreneuriale. Tu vas nous parler un petit peu du grand écart entre le début de carrière finance et l'entrepreneuriat santé mentale. Je veux bien, pour commencer, que tu nous parles un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens. Parle-nous un peu du parcours. J'ai vu qu'on avait en commun Dauphine, donc il faut que tu nous parles un peu des débuts. Ouais, écoute, donc moi j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur depuis 2017, donc moi je m'étais fait un peu un plan de vie quand j'avais 15-16 ans. Je m'étais dit, moi je veux être entrepreneur. Je viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Mon père était entrepreneur, un de mes oncles était entrepreneur. Mais j'étais persuadé que pour être entrepreneur, il fallait avoir de l'argent et je partais vraiment de rien. Et donc du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un métier qui gagne beaucoup d'argent pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai décidé que je voulais être trader. Donc ça, c'était le début du plan. Et l'idée, c'était d'être trader, de gagner de l'argent et derrière de créer une entreprise. Donc le début du plan s'est bien passé. Je suis devenu trader. Sauf que ce qui s'est passé, donc j'ai fait Dauphine et après je suis devenu trader. J'ai bossé à Goldman Sachs et à Paris, puis après à Londres. Sauf que très vite, j'en pouvais plus. Pas forcément parce que j'aimais pas le travail. Le travail, même si tu t'en doutes, c'était beaucoup de pression. J'avais besoin d'entreprendre. Je pensais entrepreneuriat en permanence. J'étais en permanence en train de chercher des idées. Vraiment, je ne tenais plus. Et je me suis dit, en vrai, il y a une faille dans mon plan, parce que si je commence à avoir de l'argent et que mon niveau de vie suit ça, je vais jamais oser me lancer. Je pense que c'est très difficile de se lancer, de couper un confort de vie que tu as. Et je me suis dit, c'est maintenant, j'en meurs d'envie. Et donc, du coup, courant 2017, je me lance dans l'entrepreneuriat et puis me voilà aujourd'hui. Courant 2017, ensuite s'ensuit la création de Myriad. Tu peux nous pitcher le concept ? Ouais, alors Myriad, c'est ma deuxième boîte. Et donc, du coup, le concept de Myriad, l'idée, c'est de permettre aux entreprises de prendre soin de la santé mentale de leurs salariés. Donc, le concept, il est simple. On a créé, nous, une première boîte qui était dans la santé préventive. Prism Protocol. Exactement. Je l'ai. C'est ça, Prism Protocol. Et alors, je te fais l'histoire complète. Pourquoi est-ce que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ? Parce que j'avais très envie, mais j'avais pas forcément d'idée. Du coup, j'ai commencé à brainstormer en me disant, j'ai pas une idée précise, donc je vais essayer de cibler un marché pour commencer. Et là, je me rends compte que le plus gros marché du monde, c'est le marché de la santé. Et je me dis, mais c'est paradoxal, parce que ce marché est très grand, mais s'il y a bien un marché qu'on aimerait qu'il soit plus petit, c'est la santé. Parce que non seulement c'est des dépenses qui sont faites par le gouvernement, mais ça veut dire que des gens sont malades. Donc tout le monde gagnerait à ce que ce marché réduise. Ça veut dire que les gens sont en meilleure santé et que les gouvernements dépensent moins dans la santé. Donc je me suis dit, c'est ça. Moi, je vais être entrepreneur et je vais permettre au marché de la santé de se réduire. En d'autres termes, je vais faire de la prévention. Donc je me lance dans Prism Protocol. J'ai fait, à l'époque, j'avais fait une levée de fonds. La boîte était à Singapour. On avait fait une levée de fonds avec des investisseurs chinois. Et c'était une deep tech, donc c'était avec un objet connecté qui permettait de collecter des données santé. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une énorme barrière à l'entrée sur lancer une startup dans la santé. Et il se trouve que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un parcours dans la finance. Et je me suis vite rendu compte que le rôle d'un CEO dans une boîte qui fait de la deep tech santé, en fait, c'est de lever des fonds. Et c'est pas vraiment la vision d'entrepreneuriat que j'avais. Moi, je voulais itérer, je voulais me lancer sur le marché. Donc du coup, on se rend compte rapidement que c'est une boîte dans laquelle elle est très binaire. C'est soit ça explose dans 7 ans après le résultat des recherches, soit ça meurt. Et du coup, j'aurais passé énormément d'années à faire uniquement des levées de fonds. Et encore une fois, c'était pas ma vision d'entrepreneuriat. Donc du coup, on se dit, il faut pivoter. On veut toujours faire de la santé préventive. Donc du coup, on recherche et on se rend compte qu'il y a un secteur en particulier qui a un énorme impact sur notre capacité à rester en bonne santé, c'est la santé mentale. Donc c'est là où on se dit, OK, on va faire un pivot sur la santé mentale. Donc, première raison. Et deuxième raison, le go-to-market. B2C, pour nous, c'était hors de question parce que le B2C, tu as besoin de beaucoup de moyens. En tout cas, ma vision du B2C, c'est difficile de se lancer sans moyens, il faut faire de l'ad, etc.
Et avec Prism, mon go-to-market, c'était via les assurances. Donc, c'est là où on s'est dit, OK, notre go-to-market, il va être avec les entreprises, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises. C'est un go-to-market qui est beaucoup plus accessible. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de permettre aux entreprises de prendre soin de la santé mentale de leurs salariés pour des raisons assez évidentes, de productivité, de fidélisation de la masse salariale. Et d'un autre côté, de permettre aux salariés d'être en meilleure santé et de faire de la prévention. Donc, voilà l'histoire complète. Comment est-ce que je me suis lancé dans Myriad. Et du coup, le switch avec Myriad, cofondateur, donc j'imagine qu'il y a un associé. J'ai noté Théo. La rencontre, c'est quoi? Comment vous avez eu l'idée de monter ça ensemble? Est-ce que c'est la finalité de la première société, qui est plus précise, qui est peut-être aussi plus technique? Vous savez où est-ce que vous voulez aller? Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, on est 3 associés. Donc, Théo, qui a fait Dauphine avec moi. Donc, Théo, on était meilleurs potes à Dauphine. On faisait toutes nos vacances ensemble. C'était assez évident. Il voulait aussi être entrepreneur. Il s'est lancé avec moi dans Prism peu de temps après que je démarre. Et Adam, qui est chinois, qui habitait à Shanghai. Maintenant, il vient de venir à Paris pour nous rejoindre. Et donc, c'est l'ancien CTO de Decathlon. Et je l'ai rencontré, parce que je t'ai dit, Prism, c'était à Singapour, en Asie. Donc, je l'ai rencontré là-bas quand j'ai fait la levée avec les investisseurs chinois. Je l'ai rencontré là-bas. Et donc, on est tous les 3 cofondateurs. Ok. Vous êtes tous alignés sur l'objectif de cette société, sur l'accompagnement, parce que j'imagine que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, et en même temps, est-ce que c'est forcément là où tu as envie de faire du cash tout de suite? Est-ce que tout le monde est aligné sur les valeurs de Myriad, sur l'objectif, et ce que vous voulez apporter aux sociétés? C'est une très bonne question. On est super alignés sur l'objectif de Myriad en tant qu'entreprise, sur ce qu'on veut atteindre. Par contre, les raisons pour lesquelles on entreprend, parce que si tu entreprends, tu as une raison, c'est faire une boîte, mais tu as aussi vouloir être entrepreneur, parce que tu peux participer à la santé mentale en tant que salarié. Et là, on n'a pas forcément les mêmes buts, mais au final, on a un alignement d'intérêts. Adam et moi, on est plus dans l'idée de devenir serial entrepreneur, de entre guillemets, bâtir un empire. Là où Théo, même s'il est aussi intéressé par ça, lui, il est plus à la recherche du mode de vie que ça peut apporter, de la liberté. Et pareil, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup ça. Mais voilà, c'est différents niveaux de priorité. Là où Théo, il est très intéressé par le côté niveau de vie. La qualité de vie que ça peut t'apporter, même si en final, qualité de vie, quand t'es entrepreneur, je pense que t'es bien passé pour le savoir. Je pense que ta qualité de vie, elle peut diminuer par rapport à lorsque t'es salarié. Mais en revanche, tu gagnes un certain sentiment de liberté qui peut être très appréciable. Je vais évidemment te poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas dans le cliché, Anthony, du bon élève qui va à Dauphine en école, qui va en finance, qui évidemment se fait un matelas de financier un peu plus facilement, ou en tout cas un peu plus large que d'autres profils, pour ensuite arriver vers l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pas le cliché de ce profil qui a goûté aux grands groupes et aux grosses structures et qui revient, parce que je te parle de ça, c'est par rapport à l'histoire aussi de Myriad, parce qu'il faut toujours raconter son histoire perso quand tu montes ta boîte, etc. Est-ce que ça a pris? Qu'est-ce qui est différent, tu vois? Est-ce que vous avez réussi à saisir l'élément différenciant singulier de Myriad qui en fait une société avec des gens qui ont connu le côté stress évident de la finance, hein. Je pense que s'il y a bien un adjectif pour les métiers de la finance, c'est ça. Pour retourner sur le sujet de la santé mentale, comment tu as réussi à raconter cette histoire-là sans tomber dans on s'est rendu compte, et du coup, on l'a pas vu sur le marché, du coup, donc on l'a créé nous-mêmes. Alors, pour le coup, non, je t'ai raconté notre histoire. Elle vient pas du tout d'un constat de quand on était salarié, on se rendait compte qu'il y avait énormément de stress, le management ne faisait rien, et du coup, on trouvait que c'était dommage. C'est pas ça notre constat de base. Je te dis, c'est vraiment le pivot. L'idée, c'est faire de la santé préventive, se rendre compte que si tu veux la faire via de la santé physique, c'est très difficile. Se rendre compte qu'en fait, le plus gros impact, c'est la santé mentale, et c'est quelque chose sur lequel tu peux faire un go-to-market beaucoup plus rapide, où il y a beaucoup de choses à faire. Nous, et le côté entreprise, c'est un go-to-market simple. Donc nous, vraiment, il vient de là. Par contre, c'est vrai, ce que tu dis, moi, je me rappelle typiquement dans le monde de la finance, c'est un monde où le management a très peu de considération à ton équilibre vie privée, vie perso. En tout cas, à l'époque où je bossais, je pense que c'est à peu près pareil maintenant. Et l'idée derrière ça, c'est que t'es très bien payé, faut pas se mentir, t'es bien payé. Et en plus, je trouve que tu fais un métier relativement intéressant. Et donc, le management te dit un petit peu, si t'es pas content, franchement, ils sont 15 à faire la queue. Et le problème, c'est que ça crée un état d'esprit de mercenaire, dans lequel, ok, tu veux acheter ma vie, tu vas la payer cher. Et à tout moment, tu pars pour une autre boîte parce que tu as une augmentation de 20%, tu la prends tout de suite. Et je pense quand même, du coup, pour rebondir sur le côté un peu cliché,
c'est pas rentable du tout. Je pense que le ROI, il est mauvais là-dedans. Je pense que investir un peu plus dans la santé mentale, dans l'équilibre vie privée, vie perso des salariés, ça va créer de la fidélité qui est autrement achetée à coût de salaire de plus en plus élevé parce que du coup, tu dis aux gens de manière les yeux dans les yeux, j'achète ta vie, ok, je vais te la vendre cher, ma vie. Ça, c'est juste qu'on peut ressentir aussi sur d'autres types de structures, parce que là, on prend l'exemple de la finance, mais le deal, il a toujours été plus ou moins le même, c'est-à-dire qu'on t'apporte un job avec un salaire, avec un accompagnement et qui te permet d'avoir un niveau de vie assez intéressant en fonction du job et de la boîte dans lequel t'es. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se dégrader avec les enjeux économiques qu'on connaît. On voit que les prix augmentent de dingue. Donc là où on pouvait se dire, ok, dans le pire des cas, c'est pas incroyable en management, mais j'ai un bon salaire. Et je parle pas que de finance, parce que là, c'est Bien vraiment sûr. au-dessus, mais dans n'importe quel type de structure, là où on pouvait encore dire, bon, c'est pas l'Amérique, mais bon, j'ai le salaire qui me couvre, je fais mes vacances, j'ai une grosse liberté financière parce que ça, je suis bien. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, le sujet du salaire versus bien-être en entreprise, on va commencer à arriver sur un truc où il y aura un vrai plafond de verre. On va se dire, en fait, je suis ni bien payé, la structure, elle est ni intéressante, ni bonne, et en même temps, j'ai pas non plus d'autres opportunités ailleurs, parce que c'est ça aussi. Comment vous arrivez pour travailler la santé mentale, pour faire en sorte que vous n'allez pas augmenter le salaire des employés, mais vous allez, je pense, aider les entreprises à travailler ça. Et sur quoi tu vas bosser avec ces entreprises? Tu vas les amener sur quel sujet de travail? Déjà, une première chose que je dirais, c'est si on regarde les conditions de travail aujourd'hui, si on regarde les conditions de travail il y a 20-30 ans, c'est mon avis, mais je pense que ça peut se vérifier assez facilement, elles sont quand même meilleures aujourd'hui en termes de la sensibilisation qu'il y a sur le management, etc. Et pour autant, les risques psychosociaux, donc risques psychosociaux, c'est le terme technique donné au burn-out, au stress, donc ils n'ont jamais été aussi élevés. L'absentéisme, il n'a jamais été aussi élevé. C'est paradoxal. D'ailleurs, ça, c'est un des principaux points que je mets en avant lorsque je parle, par exemple, à des investisseurs. C'est quand même vachement paradoxal qu'on n'a jamais eu des aussi bonnes conditions de travail et pour autant, il n'y a jamais eu autant de risques psychosociaux. Et en fait, c'est mon hypothèse, c'est dû au fait que c'est un peu cette idée de pyramide de Maslow, tu sais, où le plus tu remplis tes besoins primaires, le plus tu es à la recherche d'autres choses. Aujourd'hui, je pense, et c'est particulièrement vrai pour notre génération, à nous tous, ceux qui sont nés après 1985, quelque chose comme ça, on est à la recherche d'épanouissement au travail. Pas juste un salaire qui couvre tes besoins, un management plus ou moins OK, dans lequel tu n'es pas torturé et juste on te respecte, c'est plus suffisant. Maintenant, les gens, ils recherchent plus que ça. Et donc, nous, c'est sur ça qu'on va intervenir. Un de nos slogans, c'est permettre à chaque salarié de s'épanouir dans son travail. C'est vraiment ça l'idée. Donc maintenant, pour s'épanouir dans son travail, tu me demandais quel angle on va approcher, ça va dépendre de l'entreprise. Si on est dans une entreprise dans laquelle le management il est ultra directif et on se rend compte que les salariés, ça leur fait pas plaisir que ce management il soit ultra directif, ça va être notre angle d'attaque. Permettre du coup au management d'être plus... quand je dis de permettre plus de liberté, c'est pas dire que c'est la fête pour tout le monde, mais c'est juste de faire comprendre au management qu'il faut donner ce degré d'autonomie pour que les salariés puissent s'épanouir. Si on est dans une entreprise dans laquelle le management il est plutôt bon, mais il y a un énorme stress sur les résultats, c'est vraiment plus le stress vécu par l'individu, ça va être plus de l'accompagnement individuel pour permettre aux différents individus de gérer leur stress, puis qu'ils sont dans un travail qui, c'est comme ça, on peut pas le changer, c'est un travail qui crée du stress. Il y a des choses que tu peux pas changer, tu vois. Si tu as un poste de manager, tu gères 50 personnes, je sais pas, tu es responsable de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu peux dire ce que tu veux, c'est stressant. C'est stressant, ça sera toujours stressant. Les responsabilités, ça crée du stress. Moi, je suis un grand convaincu que le stress, c'est pas mauvais. C'est l'excès de stress qui est mauvais. Et d'ailleurs, je pense que pas assez de stress, c'est mauvais aussi. Tu t'ennuies et tu déprimes après. Tu as le bon niveau de stress. Si ton stress est trop élevé, peut-être qu'une autre personne sur le même poste aurait eu moins de stress. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à gérer ce stress pour que ton stress ressenti diminue. Donc, bref, je te donne différents axes, mais l'idée générale à retenir, c'est, et ça, c'est ce qu'on promeut beaucoup chez Myriad, il faut personnaliser. Il n'y a pas de méthode magique. D'ailleurs, s'il y avait une méthode magique, il n'y aurait pas tous ces problèmes de burn-out. Quelqu'un l'aurait trouvé, il appliquerait toujours la même et ça marcherait. Oui, puis il y a des enjeux propres à chaque entreprise. Quand tu montes d'un niveau propre à la société, à l'économie, puis encore plus d'un niveau propre à la nature humaine, globalement, qui veut des projets, qui se réalisent en projection. C'est pour ça qu'on, avec le Covid, on est tous pété un câble, en fait. On n'avait pas de projet, alors que l'essence même de l'homme, c'est de se projeter. Donc, je pense qu'il y a plein de niveaux qui sont hyper intéressants, mais vous, j'ai l'impression que vous travaillez un petit peu tout, parce que je regarde en même temps, mais vous avez des choses très sur le conseil, l'accompagnement, je vois des dashboards, donc vous avez des outils, et en même temps je vois aussi des choses liées au bilan, baromètre, donc il y aura des choses chiffrées.
concrètes, factuelles, d'analyse, etc. Et en même temps, des choses sur l'humain, sur l'accompagnement. C'est quoi vos outils ? C'est des coachs, c'est des outils, c'est des SaaS ? Comment ça marche ? Ce qui est particulier dans mon business, et qui va être vrai, je pense, dans beaucoup de business qui sont très dans l'humain, c'est que ça reste un business. Moi, je dois vendre à des entreprises. Si j'arrive avec une entreprise, je leur dis juste, je vais permettre à tous tes salariés d'être heureux. Spoiler alert, ça vend pas très bien. Donc, moi, je suis dans une situation dans laquelle j'ai des utilisateurs et j'ai des clients. Mon client, c'est une entreprise. Elle peut dire, franchement, tu sais, tu as les sites internet avec, elles te disent RSE, etc. La vérité, les entreprises, elles recherchent du ROI en permanence dans tous leurs achats. Donc, je dois avoir un discours face à elles. Mais d'un autre côté, si je leur dis, ouais, vous inquiétez pas, les gens, ils vont être super productifs, ça va cartonner. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'aides pas les individus, donc les utilisateurs, il n'y a rien qui va se passer. Donc, tu dois créer un système dans lequel ça parle à l'entreprise. Tu vois, elle retrouve ses petits, mais ça aide vraiment les individus, parce que si ça n'aide pas les individus, il ne se passe rien. Donc, mon produit, moi, il va combiner, je dirais, 3 choses. Un produit pour les individus, pour vraiment les aider individuellement. Donc, tu vas avoir une application mobile ou web dans laquelle tu peux parler avec un psychologue, parler avec un coach, accéder à du contenu personnalisé, vraiment quelque chose d'assez poussé. Donc, ça, c'est vraiment pour aider les individus. Mais ça, c'est pas suffisant. De juste équiper les individus d'une application, ça va pas vraiment changer en profondeur la culture d'entreprise. Tu vas pas voir l'impact. Ça va aider certaines personnes, certains cas isolés, tu vois. Je sais pas, je te donne un exemple d'un père de famille, son fils, il est en échec scolaire total, ça l'impacte énormément, il n'arrive pas à se concentrer au travail. C'est pas un truc avec une politique RH qui va aider ça. Pour autant, ça impacte l'entreprise et donc du coup, d'aider cette personne à gérer cette situation, nous, on va pouvoir le faire. Mais tu vois, même si tu vas avoir des cas isolés comme ça qui vont aider la boîte, tu l'aides pas dans son ensemble. Donc, du coup, ça me permet d'amener les 2 autres piliers qui sont comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est le côté baromètre. L'idée, c'est de prendre des données évidemment anonymes pour être capable d'avoir de l'impact. Je te donne un exemple. Si on se rend compte que t'as un salarié, là, je te donnais l'exemple du père de famille qui avait ce problème, mais si on se rend compte que tu as 40% des salariés qui suivent des accompagnements pour justement gérer des questions de problèmes de famille, peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place en termes de télétravail adapté sur permettre aux gens qui, je sais pas, qui ont des enfants d'avoir, je sais pas moi, 2 après-midi de télétravail en plus. Je donne des exemples comme ça, tu vois, parce que tu as compris qu'il y avait quelque chose que tu pensais individuel et qui est en fait relativement global. Un autre exemple, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de salariés qui suivent des contenus sur gérer leur stress. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place. Donc cette idée, tu vois, de vraiment comprendre ce qui se passe pour mettre en place des choses ciblées. Et du coup, ça m'amène au dernier pilier. Je te dis qu'il faut comprendre derrière, on met en place. Aujourd'hui, dans les boîtes, on a décidé que les RH, ils allaient gérer tout le côté engagement santé mentale. Et c'est pas ça les études de RH. Un RH, avant tout, c'est quelqu'un qui a des études qui sont juridiques. T'as beaucoup de côté loi. Les contrats. Faire un contrat de travail. Du coup, toi, tu le connais comme moi. Quand c'est une tannée, tu vois. Il faut vraiment avoir une connaissance juridique énorme pour toucher au droit du travail, faire une fiche de paye. Même si t'as PayFit ou ce genre d'outils, un RH, quand même, il doit être formé à faire ça. Mais on leur a dit, écoutez, ressources humaines, il y a humaine dedans, pouf, c'est sur ton bureau, c'est toi qui gères le côté engagement collaborateur, santé mentale. Ils sont pas formés à ça. Et du coup, c'est ça mon dernier pilier, c'est les aider. C'est être une sorte de, alors je déteste ce mot, mais juste pour faciliter la compréhension, je vais l'utiliser, une sorte de Chief Happiness Officer externalisé, même si on n'est pas au travail pour être heureux. Épanouir heureux, c'est pas la même chose. Mais en revanche, nous, on se voit plutôt peut-être comme un Chief Epanouissement Officer sur lequel on va aider l'entreprise à mettre en place des mesures qui vont les aider à faire ça parce qu'elles n'ont pas forcément ces connaissances. Par exemple, nous, la personne qui s'occupe de ça, Claire Basquiara, c'est l'ancienne responsable de la qualité de vie au travail au groupe Accor. Donc, quelque chose qu'elle faisait dans sa boîte, maintenant, elle le fait chez nos clients. Est-ce qu'il y a des considérations un peu, peut-être, soit idéologiques, soit philosophiques sur tout ça ? Tu viens de dire, on n'est pas au travail pour être heureux. Il y a des choses qui s'opposent, tu vois, entre quelqu'un comme Kant qui va dire que c'est par le travail qu'on se réalise en tant qu'homme, et à l'inverse, Marx qui va dire le travail, ça va t'aliéner, etc. Avoir une posture là-dessus, c'est déjà avoir un parti pris. Donc comment on fait pour travailler ça avec ses clients, donc ses entreprises, pour leur dire que pour certains, le travail, c'est une fin en soi. Pour d'autres, c'est juste un moyen d'arriver à quelque chose d'autre. Comment on fait pour que tous les gens qui soient au même moment dans la même boîte vivent bien, sachant qu'il y a tout ce qu'on vient de dire, les considérations politiques, idéologiques, philosophiques, si on veut monter d'un niveau. Parce que voilà, l'entrepreneur, son taf, c'est beaucoup de choses. Pour le CDI, ça peut être aussi beaucoup de choses, mais à un certain niveau, comment on garde ça en tête sans se tromper en disant « les gars, il faut penser comme ça ». Non, parce que tu penses pas pareil quand t'as 2 gosses
versus quand tu as deux gosses aussi, mais qui sont dans la vie active et que tu veux renouveler. Enfin, tu vois, comment on fait pour bosser ça? T'as complètement raison. Je m'étais jamais vraiment posé la question à quel point il y a ces enjeux philosophiques. Du coup, tu veux que je réponde sur quel angle côté est-ce qu'on doit être heureux au travail? Comment est-ce que... Peut-être que tu peux me donner déjà, toi, ton avis perso sur comment tu le considères, parce que tu l'as affirmé, on n'est pas au travail pour être heureux. Ouais. Du coup, on y est pourquoi? Et peut-être aussi plus largement, ensuite, me dire comment vous accompagnez vos clients pour des outils concrets et se dédouaner un peu des contraintes de posture philosophique ou autre, tu vois. Donc, je maintiens, je suis absolument convaincu qu'on n'est pas au travail pour être heureux et on n'est pas le travail avant tout, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des ressources financières. La preuve, on le fait pas gratuitement. Mais par contre, quand tu fais ton travail, tu passes tellement de temps, c'est quelque chose dans lequel tu as besoin de t'épanouir. Nous, on a vraiment cette idée de s'épanouir dans son travail. Ton travail doit t'amener, comme tu le disais, à avoir un projet, quelque chose de plus grand. Tu dois être, tu sais, il y a cette idée de l'ikigai, ce qui me passionne, ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi je suis payé, etc. Donc ça, on y croit énormément à ce côté-là. Et pourquoi est-ce que j'ai cette idée de on n'est pas au travail pour être heureux? Qu'est-ce qui se passe du coup si tu perds ton travail? Ça peut arriver. Du coup, tu n'es plus heureux. C'est beaucoup, tu vois, c'est quelque chose qui a énormément d'impact. Alors que si à l'inverse, ton travail, c'est pas ce qui te rend heureux, ce qui te rend heureux, c'est ta vie au global, et ton travail, c'était quelque chose dans lequel tu t'épanouissais, tu perds ton travail, tu es quand même stable, tu vois, tu es quand même résilient. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas de recette du bonheur. Si jamais on part du postulat, OK, on est au travail pour être heureux, du coup, mon travail devient quand même beaucoup plus difficile. C'est pas pour ça que je pense pas qu'on est au travail pour être heureux, mais qui suis-je pour déterminer quelle est la recette du bonheur et aider les boîtes à rendre les salariés heureux. Et donc, du coup, nous, notre angle d'attaque, cette idée de l'épanouissement, là, l'épanouissement, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus palpable. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux répliquer. Il y a des choses, tu vois, il y a des classiques. C'est le management, par exemple. Le manager, ça a un impact énorme sur ton épanouissement au travail. Avoir des managers bien formés, qui savent être managers, parce qu'on sait comment ça marche en France. T'es bon techniquement dans ton job, t'es promu. Et la promotion en France, c'est de devenir manager. Mais ça se trouve, t'es terrible en tant que manager. Enfin là, je répète des trucs qui ont été répétés tellement de fois. Mais c'est la réalité aussi. C'est ça. Et donc, du coup, former ces gens c'est comme ça. Tu vas pas changer le système. Tu vas pas déterminer que d'un seul coup, en France, la promotion ne se fait pas par le côté manager. Donc, les gens vont continuer d'être promus managers alors qu'ils sont pas forcément formés à être managers. Et si tu rajoutes ça, le fait qu'ils sont pas forcément bons, mais qu'il y a un enjeu politique, parce qu'on en connaît aussi, il y a beaucoup de cadres qui sont en place parce que ils font de la politique en entreprise, notamment dans les grands groupes. Et ça, c'est au-delà du manque de compétences. C'est tu fais quoi avec un N+1 qui est à la fois pas bon techniquement, donc il comprend même pas ce que tu fais, qui en plus en management est une bille. Du coup, il est là, il fait x2 sur ton salaire et il est là. Ça peut créer effectivement des situations un peu cocasses. Ah mais carrément. Et tu vois ça, par exemple, cette situation en particulier. On pourrait aider un petit peu, c'est-à-dire si par exemple tu as une personne qui est très frustrée, elle pourrait suivre un accompagnement pour gérer cette frustration, mais la vérité c'est que sa frustration elle est relativement justifiée. Et donc ça c'est plus des choses où tu as besoin de changer la culture dans l'entreprise. Tu vois, nous on peut faire des choses, on peut pointer du doigt des choses, mais à la fin on est un prestataire, c'est à l'entreprise de décider est-ce que je suis confortable à cette idée que la politique a un tellement gros impact sur les promotions dans ma boîte. A priori je pense pas, tu vois. Et donc ça c'est le genre de choses que nous on peut les aider à comprendre. Tu vois, tes CEO ou même tes managers d'une grande business unit, je suis persuadé que tu sais pas forcément quelles sont toutes les pratiques qui peuvent se passer dans une boîte typiquement de 10, 15, 20 000 personnes. Et des chiffres comme ça, des chiffres, tu sais, les chiffres, ils peuvent... dire que les chiffres mentent pas, je sais pas si c'est complètement vrai, mais en tout cas, ils montrent des choses qui sont réelles. Et derrière, ça te permet de comprendre des choses et de mettre en place des politiques concrètes, de te rendre compte qu'il y a énormément de frustration, de manque d'alignement des gens dans la boîte. Il y a des verbatims qui montrent que les gens, ils ont peu de respect envers le manager. Des choses qui ne trompent pas. Il faut peut-être se poser des questions. Donc, comme je te dis, là, je vais pas pouvoir concrètement changer ces choses-là, mais je vais leur permettre de le comprendre, de le découvrir et de mettre en place des choses. Vous n'êtes pas une société de conseil, vous passez pas des experts RH, vous accompagnez, vous donnez des choses concrètes. Pour analyser, comprendre et leur permettre d'optimiser. Mais vous n'allez pas faire de plan RH avec, arrête-moi si je me trompe, mais je crois pas que vous allez implanter votre DRH un peu autonome qui navigue, parce qu'il y a des boîtes qui font ça, qui arrivent et qui imposent un DRH qui est là sur 6 mois, il fait les plans, il se barre. Si ça marche, c'est très cool. C'est pas ça le job. Pour revenir sur le management, vous êtes combien chez Myriad là ? Alors, nous, on a la moitié des effectifs en France et la moitié des effectifs en Chine. Donc, je t'avais dit, notre associé chinois, donc lui, il est CTO de la boîte. Et donc, c'est 5 personnes en Chine. Et en France, 5 aussi.
Sans compter les associés, et plus 3 associés. Et comment tu gères ça, la casquette management? Parce qu'évidemment, monter un projet, être entrepreneur solo, c'est une chose. Être avec un associé, c'est une chose. 2 associés, c'en est une autre. Et gérer une équipe, ça demande d'autres compétences qui parfois sont pas forcément dans ton panel, hein, notamment en finance, où en finance, il y a aussi une notion où tu bosses beaucoup, un peu solo, ou en tout cas, il y a un vrai travail de fond, un peu deep work tout seul, etc. Comment tu as réussi à faire la transition de je gère mon équipe, je donne les conseils, j'accompagne, je donne une vision? Alors moi, je suis dans le moment d'une boîte qui, je pense, en termes pour un fondateur, le plus difficile, dans lequel je suis encore 100% opérationnel, mais je dois aussi faire du management. Moi, j'adore le management. Donc, dès que j'ai dû commencer à manager, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore ça. Tu vois, essayer de comprendre avec quels sont les leviers de motivation d'une personne, du coup, utiliser ces leviers de motivation. Mon motto sur le management, c'est l'alignement des intérêts. Je suis persuadé que les gens, ils font avant tout ce qui leur importe eux. Et si, en fait, tu arrives à trouver une certaine façon dans laquelle, en suivant leur intérêt personnel, ça va faire l'intérêt de la boîte, tu as tout gagné. Parce que la personne, elle suit son intérêt personnel, qui est égoïste. Et en fait, c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire pour que la boîte performe. Donc ça, moi, j'adore ça. Et c'est trouver ces alignements d'intérêts. Mais ce qui est très difficile, en tout cas pour moi, c'est comment est-ce que tu gères quand tu es à la fois 100% opérationnel. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un poste, je suis le responsable. La principale chose que je vais faire, c'est le produit. C'est moi qui gère le produit. Ça, c'est vraiment du technique, tu vois. C'est pas du management, c'est du technique. Comment est-ce que tu gères quand tu as à la fois du technique, tu dois faire du deep work, mais tu dois aussi manager, tu as des dérangements qui peuvent arriver, des réunions, ce genre de choses. Ça, c'est très difficile. J'ai pas trouvé de formule magique, mais ça, je trouve que c'est très difficile. Bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. Alors, on comptait sur toi là-dessus. Si tu devais te recroiser, Anthony, à 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Fonce en finance, c'était un très très bon bagage, ou à l'inverse, pars directement sur autre chose, monte un truc, casse-toi la gueule, relance. Qu'est-ce que tu te dirais? Je recommanderais vraiment à chaque personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir d'abord bossé en CDI. Il y a toujours des exceptions qui vont montrer le contraire, mais te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tu n'as jamais vu ce que c'était le monde du travail, je sais pas. Je pense que tu te crées quand même des barrières. Tu apprends des choses dans le monde du travail. Par exemple, tu apprends l'humilité d'avoir un boss. Ça, je pense que c'est important. Si tu n'as jamais eu de boss de ta vie, tu es direct ton propre boss. Ça peut amener des choses qui... parce que tu sais, tu sors de l'école, tu as passé toute ta vie à apprendre, tu sors, tu dis « Ah, j'ai tout compris la vie ». On sait tous qu'en fait, tu arrives sur le monde du travail, tu te rends compte « Ah ouais, en fait, ça m'a pas du tout formé au monde du travail tel que c'est, quoi ». Donc moi, je recommande ça. Donc je dirais à ma personne, à moi, à 18 ans, je dirais « Fais exactement ton plan, va bosser pendant quelques années ». Par contre, la différence que je ferais, c'est plus tester le marché, plus tester l'idée concrètement avant de lancer sa boîte. Là, je rebondis peut-être sur une autre question quel conseil je demanderais pour l'entrepreneuriat, mais pour moi, vraiment tester le marché, c'est tester ce qu'on appelle la willingness to pay, la volonté de payer d'un client. Et ça peut se tester sans produit, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple, tu as une idée, tu es persuadé que c'est super bien, tu fais quelques entretiens utilisateurs, que ce soit B2C, B2B, et la personne te dit « Ah ouais, c'est génial ». Et là, tu dis « Ah, c'est trop bien, j'ai fait 10 entretiens et les gens me disent « C'est cool, j'ai testé mon marché ». Pour moi, là, tu n'as pas testé grand-chose. Tu n'as pas testé la willingness to pay. Tu sais, il y a cette empathie que tu as face à l'entrepreneur, tu as un petit jeune, ou pas d'ailleurs, hein, qui vient te voir en disant « J'ai ce projet, t'en penses quoi ?» Tu n'as pas envie de lui briser le cœur. Tu lui dis « Ah ouais, c'est génial, force à toi ». Alors qu'en fait, tu trouves que le truc, tu l'aurais pas payé en tout cas. Et donc, tu as une manière de vérifier. Et c'est ça que je me recommanderais de faire ça. C'est, tu dis à la personne « Ah ouais, tu trouves que c'est super ? Tu serais OK de me signer un contrat qui dit « Bah voilà, une fois que j'ai délivré le produit, tu t'engages à tel prix ?» Non, je comprends pas, tu viens de me dire que c'était super. Bah pourquoi ? Et donc là, tu vas comprendre. Ouais, mais tu comprends, j'ai pas de budget. Ah, mais attends, moi je veux pas que ce soit super. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça rentre dans ton budget ? Ouais, mais tu sais, c'est pas la prio. Ah. C'est quoi la prio ? Du coup, voilà, c'est quoi la prio ? Mais du coup, peut-être qu'en fait, mon idée, elle était pas si bonne que ça, tu vois. C'est super important. Vraiment, en France en particulier, il y a ce tabou avec l'argent. Tu crées une entreprise, pas une ONG. Tu dois faire du chiffre d'affaires. Si tu veux faire une ONG, c'est autre chose. Du coup, l'argent, c'est moins un problème. Tu as besoin juste de frais d'opération. Tu t'en fous de faire du CA. Et si tu veux faire une entreprise, tu vas devoir vivre par ton chiffre d'affaires. Et peu importe la qualité de ton idée, si personne ne la paye, en fait, ton idée, elle n'est pas si bien que ça. Et donc, c'est ça le conseil que je donnerais. Teste la willingness to pay.
Ok, c'est hyper intéressant et surtout ça nous permet de mettre du concret aussi dans la tête de ceux qui veulent entreprendre, parce que tu le dis très bien, mais il y a aussi beaucoup de profils qui, comme tu le dis, sont sortis d'école, pensent connaître beaucoup de choses et lancent le projet et sont incubés très vite, ou en tout cas, vu qu'en France on a beaucoup d'aide au début et après ça se complique, mais qu'on a beaucoup d'accompagnement au début, je dis pas c'est facile, mais c'est assez favorable aujourd'hui en tout cas de monter son projet, avoir un peu de cash. Et on le voit, il y a beaucoup de boîtes qui sont même pas encore rentables, tu vois. Mais ça fait partie parfois des stratégies. Mais là, le nombre de startups qui se cassent la gueule parce que au-delà des 2 ans, toujours pas rentable, aucun marché, en tout cas d'une taille ridicule ou pas de besoin. Donc tester, voir effectivement, confronter les idées, mais aussi les idées vraiment les réelles. Donc ça va te coûter tant. Est-ce que tu es prêt à payer ça ? Parce que des idées, c'est toujours pareil. Nous, on en a plein. Lesquelles sont vendables, lesquelles vont être achetées, lesquelles sont juste bonnes à vivre. Je prends l'exemple de J'ai un pote, mais lesquelles idées sont bonnes à vivre uniquement en journalistique classique pour divertir et informer nos audiences, lesquelles peuvent trouver un sponsor, intéresser, du coup nous permettre d'augmenter nos formats sponsorisés, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant de pas se perdre et de se dire à la fois je veux faire du cash pour faire du cash, c'est pas l'idée, mais ne pas se perdre dans je monte une idée, puis si je trouve un marché c'est cool, si j'ai 2-3 acheteurs c'est cool. Comme tu l'as dit, c'est pas une ONG. Le but, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires. C'est ça. Et puis, c'est de pouvoir aller là où tu veux. Si tu veux être que 2 ou 3, c'est un projet. Si tu veux être 10, 15, 20, c'est un projet aussi. Mais du coup, il faut se donner les moyens de se dire est-ce que mon produit, il a de la valeur ? Mais après, bon, encore une fois, je pense qu'on réinvente rien, mais c'est bien de réaffirmer. Ouais. Tu fais ton étude de marché, tu testes, tu regardes. Tu fais pas qu'un SWOT, en fait. Tu vois ? C'est ça, exactement. c'est con, hein, mais tu vas dans le vrai du sujet. T'as dit un terme là qui, je pense, résume tout. T'as parlé de valeur. Non, valeur. T'as parlé de valeur. Et le but pour moi de l'entrepreneuriat, d'une entreprise, c'est d'apporter de la valeur. Mais comment tu détermines ça, t'apportes de la valeur ? Tu vas demander à des gens, vous trouvez que, par exemple, je prends mon exemple, la santé mentale. Qui va te dire que ça apporte pas de valeur ? Tout le monde va te dire que ça apporte de la valeur. C'est évident que ça apporte de la valeur. Et du coup, ça y est, j'ai testé mon marché. Ça a de la valeur. Qui est prêt à payer un service ? Exactement. Et pour moi, en fait, l'argent, le cash, ce que ça va déterminer, c'est la valeur réelle perçue par un client potentiel. Si jamais les gens ils sont prêts à payer, ils y voient de la valeur. Si jamais ils te disent juste que ça a de la valeur et ils sont pas prêts à payer, c'est pas que tu es obsédé par le cash, c'est en fait, tu te mens à toi-même. Enfin, la personne te ment, en tout cas te raconte quelque chose de gentil, mais la vérité, c'est que la valeur perçue, elle est faible. Et donc, c'est pour ça, cette obsession que tu dois avoir face à la willingness to pay, face à l'argent, c'est en fait une façon concrète de t'assurer que tu délivres de la valeur. Si les gens sont prêts à payer ton produit, il apporte concrètement de la valeur. Comment on fait aujourd'hui pour à la fois travailler ça, donc tu l'as dit tester, mais aussi est-ce qu'on a un travail marketing à faire sur la proposition de valeur ? On la voit, a priori ton produit il est bon, il fonctionne très bien, mais les décideurs ils sont pas encore convaincus. Donc est-ce qu'on identifie c'est pas le bon décideur, faut peut-être plus aller voir la com interne que la RH finalement, ou est-ce que c'est ton produit que tu dois retravailler ? Est-ce que tu places le marketing et la com à une place quand même importante ou pas spécialement, ça vient après ? Là tu viens de mentionner le truc le plus, je pense, difficile dans l'entrepreneuriat, c'est trouver le product market fit. C'est-à-dire que tu peux trouver un bon produit, mais si t'es pas en train de vendre au bon marché, tu vas faire faillite. À l'inverse, tu peux être sur le bon marché, mais t'as pas trouvé le bon produit, ça fonctionne pas. Réussir à... Tu vois, t'as dit un truc par exemple. Est-ce que c'est pas la com interne ? Est-ce qu'il faut aller voir un RH ? Est-ce qu'il faut aller voir un PDG ? Réussir à trouver ça de façon, tu sais, réplicable, stable, que je sais que si j'utilise ce discours avec ce produit sur cette population, je fais un client toutes les 2 semaines, ça y est, t'as trouvé. T'as une boîte pérenne. Est-ce que ta boîte, elle va faire 1 million de CA, 100 millions de CA ? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, elle est pérenne, ton entreprise. Et donc, moi, j'ai toujours pas atteint ce stade, tu vois, où tu as vraiment un product market fit fort, où je peux te dire avec certitude, moi, c'est très simple. Avec tel discours, sur tel type de population, en vendant ce produit, ça tourne. Tu es en recherche permanente de ce product market fit jusqu'à ce que tu atteignes une certaine taille. Typiquement, on va appeler ça la série A, série B, si tu fais des levées de fonds. Mais en gros, tu vois, par exemple, moi, je pense que toi, tu as ton product market fit. Tu as atteint un côté où tu es rentable, tu sais comment faire ton business, ça tourne, il y a moins d'incertitude sur l'avenir, tu vois. Et je pense que le plus grand objectif, obstacle, challenge que tu as en tant qu'entrepreneur quand tu te lances, c'est réussir à trouver ce product market fit. L'immense majorité ne le trouveront pas. Et donc,
ils vont à un moment faire faillite, ou ils vont être dans une boîte qui marche pas vraiment, ils vont souffrir, ça va être pas bien. Il y a des moments où en fait, c'est pas toi qui n'as pas été bon entrepreneur, il y a juste pas de product market fit. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Mais il y a des moments où en fait, tu l'as pas trouvé, mais tu peux le trouver. Il existe, c'est juste que tu l'as pas trouvé, tu vois. Et donc, non, c'est difficile. Et donc, pour répondre à ta question, la com, le marketing, etc., je vais pas forcément utiliser les termes de com et de marketing, mais le message, comment est-ce que tu adresses ton marché? Et ça, je pense qu'on pourrait c'est un mix entre com, marketing, vente. C'est crucial. C'est crucial. Donc, longue réponse pour te dire que ouais, il n'y a pas que le produit. Le marché, c'est aussi important que le produit, quoi. Vous avez une forme de label ou pas avec ça? Est-ce qu'il y a, une fois qu'on a passé un certain temps et qu'on a travaillé avec Myriad, est-ce qu'il y a le label Myriad en mode vous avez été myriadisé? Type Great Place to Work, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, ou un B Corp pour les agences, RSE, etc. Est-ce que c'est en tête? Est-ce que ça va arriver ou pas spécialement? C'est une bonne idée, hein. Ça, pour le coup, en vrai, c'est malheureux à dire, mais t'as beaucoup de boîtes qui font l'effort. Donc, la finalité, c'est que les gens sont bien au travail. Donc, c'est cool. Mais souvent, les entreprises, parfois, le font pas avec les bonnes raisons. Il y a beaucoup je prends notre marché qu'on connaît bien, celui des agences et de la com. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonceurs qui disent « Ok, je ne travaille que avec des agences qui sont validées ça. » Donc, les agences, même si par définition, elles doivent toutes faire du bon boulot et avoir des bons managers, parfois, elles ne le font pas toutes bien. Comme toute entreprise, il y a des cons partout, tu vois. Mais sauf que le arrêté, c'est que souvent, ils vont passer les validations, passer les labels, etc. pour gagner des budgets, monter sur des compètes et casser cette barrière de « Ah non, moi, je mets en compète mon budget média, je veux que des agences qui sont validées, je sais pas quoi. » Donc, sur la forme et sur le fond, c'est pas incroyable, parce que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Mais la finalité, c'est qu'on tend quand même sur un truc un peu plus éthique et sur le fait que même si c'est pas pour les bonnes raisons, les entreprises font le boulot de faire des sondages auprès des salariés, d'améliorer, de mettre des jours off, de faire des trucs avec les séminaires, de voir avec les parents comment ils gèrent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, même si c'est pas sur l'essence même un objectif d'avoir un label, ça permet d'aller dans le bon sens. Et donc, il y a peut-être j'ai réfléchi en même temps qu'on se parle, tu vois, mais Myriad, quand tu es une entreprise, tu as envie de dire, ouais, on est cool, on est RSE, on a fait le boulot, normalement tout va bien, les gens ils sont bien traités, ça se passe bien. Soit parce qu'on y croit vraiment, j'espère que ça va être un peu plus réel, mais c'est assez rare, en tout cas c'est pas la majorité. Soit on y croit un peu moins, mais on en a besoin pour le marketing et pour l'image. C'est bien pour ça que la RSE fait partie de la communication aussi, tu vois. Les chargés de com RSE, tu vois, t'as le levier, je fais les choses bien pour le dire aussi. Exactement. Tu vois, donc est-ce que le label peut pas être un next step pour Myriad de se dire voilà, vous avez été myriadisé? C'est une super idée, franchement, on n'y avait jamais pensé. Je pense qu'il faut gagner en légitimité, mais ta légitimité, tu pars forcément de zéro à la base. Bien sûr. Donc, je pense que c'est une super idée. Ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, c'est on va s'attribuer les mérites d'un label. On va dire, grâce à nous, tu vas obtenir Great Place to Work. Tu vas accéder à tel truc. C'est ça. Mais en fait, le but ultime, tu as complètement raison, c'est de faire ton propre label. Et ça, franchement, j'avais jamais pensé. C'est une bonne idée. On va y réfléchir. Écoute, brainstorm en direct sur Charbon. Mais c'est fait pour ça, un Charbon. C'est aussi le nom du format. Je rebondis dessus, évidemment, pour te poser la dernière question. Il faut que tu me donnes ta définition de charbonner. C'est le nom du podcast. Pour toi, ça veut dire quoi, aller au charbon? Charbonner, pour moi, c'est t'as un objectif. T'es ambitieux, mais tu te donnes les moyens de tes ambitions. Tu fais des choses concrètes pour avoir ton objectif. Pour moi, c'est ça, charbonner. T'as beaucoup de gens, plus ou moins jeunes, qui ont des rêves de grandeur, qui ont une grande opinion d'eux-mêmes, qui veulent vraiment atteindre des grandes choses. Mais la part d'entre eux qui font des choses concrètes pour le faire, c'est eux qui charbonnent. Donc c'est la mise en adéquation avec tes idées, tes envies et des ce actions que tu fais pour y arriver. Voilà. Et souvent, en fait, pourquoi c'est si difficile de charbonner? Je sais pas, si t'as un rêve de grandeur, tu veux devenir riche, tu veux changer le monde, tu veux résoudre tel problème. Tu vois, c'est des choses, ça fait du bien d'y penser. Mais les choses concrètes qu'il faut faire pour arriver là, tu fais souvent des choses qui sont t'as ce choc de réalité et c'est difficile. Et je pense que c'est pas de la fainéantise qui fait que beaucoup de gens, du coup, ne charbonnent pas. C'est ce côté de retour à la réalité. Tu préfères penser à tes rêves que de faire les trucs concrets dans la réalité. C'est très difficile de se dire, voilà, c'est comme, je sais pas moi, si tu dois gravir la Tour Eiffel, tu regardes juste la Tour Eiffel comme ça, tu la montes jamais. Mais en fait, c'est marche par marche, tu vois. C'est partout pareil. Et moi, je m'applique beaucoup l'idée le truc de à quel niveau c'est painful. Tu vois, tu tapes le pied dans la chaise, t'as mal au doigt de pied, t'as mal pendant 2 heures.
demain, t'auras plus mal, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut la peine de te plaindre pendant toute la journée que t'as mal au pied, sachant que c'est vrai, je grossis le trait, mais c'est pareil pour nos sujets du quotidien, sur la compta, sur la gestion, sur la relation avec les collaborateurs, avec les projets. Oui, c'est un gros dossier, oui, c'est un gros tournage, etc. Mais est-ce que dans un mois, quand on sera fini en ligne avec les performances qu'on a vendues, on sera pas content d'avoir ce case, tu vois? Donc, on peut pas le faire avec tout, parce que si tu fais que de la projection, tu n'es pas dans le moment présent, et c'est très compliqué. Mais il y a aussi, je trouve très bien l'idée de se dire, ouais, la Tour Eiffel, bah évidemment qu'elle est immense. Évidemment que ça donne le vertige quand t'es au-dessus, mais si tu t'es pas fait un plan avec marche par marche, il va rien se passer. Donc, il faut manger le truc un peu désagréable pour arriver à terme, parce qu'il y a personne qui va te dire, bah tiens, pour aller là, c'est tout droit. Et c'est une voie facile. La voie facile, elle est réservée à certains types de profils qui peuvent y arriver par différentes raisons, mais la majorité va devoir, comme tu dis, charbonner et faire le boulot, quoi. Les Américains, ils ont un terme que j'aime beaucoup. Ils disent « You have to be ready to stare into the abyss and chew glass », ce qui veut dire « Tu dois être prêt à regarder dans le vide et mâcher du verre ». C'est vrai. C'est vrai. Ça va pas toujours être facile. Tu dois être prêt à des moments qui vont être très difficiles. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais il faut juste te concentrer sur le milestone suivant, l'étape suivante. J'ai bien aimé là, ton exemple là, quand tu as un problème, ce qu'il faut s'y intéresser. Moi, j'ai une règle. Quand j'ai un problème, pour savoir si je dois porter attention au problème, c'est est-ce que dans 1 an, jour pour jour, ce problème, il aura de l'impact sur moi? Si c'est pas le cas, même là, je te dis, c'est la théorie, tu vois, mais du coup, je m'en fous du problème. Idéalement, je l'applique et ça marche vraiment, mais c'est la philosophie, en tout cas, derrière. Oui, mais c'est clair. Parce que sinon, en vrai, si tu fais que spotter les problèmes, tu penses que tu les spots, tu y réponds, tu répares les failles et t'avances, mais au final tu fais que réparer des trucs et t'avances pas du tout concrètement, tu fais que boucher des trous. Donc c'est un peu ça notre métier aussi, mais si tu te dis pas que ça fait partie du job, que ça sera pas carré là-dessus, que ça devra sortir, même si c'est pas le meilleur truc que t'avais toi en tête, parce qu'il y a aussi le côté moi j'ai ça en tête, ce qui sort c'est autre chose, bah, c'est plus un rapport de toi avec le job, mais si tu te dis que tu dois tout boucher, tout réparer, etc., bah, tu te projettes pas, la strat, elle est pas en place, tu navigues, on bouche les trous. Oui, il faut boucher les trous, et en même temps, t'as le côté, est-ce que ça, si ça continue à fuiter, la baignoire sera remplie? Et si oui, dans combien de temps? Dans 1 an? Ok, j'ai le temps de voir venir. Ou à l'inverse, non, ça va goûter, et ça goûtera quoi qu'il arrive. Ok, ça va goûter, mais ça va pas impacter, ça va pas te faire chier, ça va pas impacter le reste, donc on est ok avec ça. Focus sur les vrais sujets, mais ça, c'est des questions que tu te poses et auxquelles t'es pas préparé, notamment en école, on te dit, ouais, tout est clean, tout est beau, tu te lances et, l'entrepreneur, les grands prix. Oui, non, mais tu sais très bien comment sont les journées et tu sais très bien qu'il y en a qui commencent très mal et qui finissent très bien, ou d'autres qui commencent très mal, qui finissent très mal, mais le lendemain, il va être bien aussi. Donc, si t'es pas capable de te dire, je pense, que ce jour-là, ok, un jour de merde. Si t'es pas capable de te dire, ok, c'est un jour de merde, mais il y en aura d'autres, mais à 18h, il est fini. Ça sert à rien de se lancer, parce que tu vas en avoir très régulièrement des jours comme ça. Donc, si t'es pas capable de dire ce jour-là, est-ce que dans 1 mois, j'y repenserai encore? Et te dire non, il sera passé, on sera à autre chose. Bah, c'est cool. Sinon, si tu mets tout, tu cristallises tout, je pense que tu fais rien, en fait. Ouais. Non, mais pas à avancer. En gros, tu parles de manière générale de comment tu gères ta santé mentale. Parce que ça, c'est des choses qui impactent ta santé mentale en tant qu'entrepreneur. C'est difficile. C'est un des aspects les plus difficiles, tu vois. C'est difficile d'être entrepreneur parce que tu mets beaucoup de ta personne dans ton succès, dans tes chances de succès. Et si tu échoues, franchement, il faut être fort mentalement pour détacher ta personne de ton échec, pour dire c'est le projet qui est un échec, c'est pas moi qui suis un échec. C'est difficile. Et du coup, c'est pour ça, je pense que les mauvais moments t'impactent tellement parce que t'as mis 300% de ta personne en fait dans ton projet. Non, c'est clair. Et puis quand ça marche, t'es très content. Et quand ça marche pas, tu te dis putain, mais c'est nous, c'est moi, c'est quoi? Ouais, mais il y a aussi d'autres choses, tu vois. Il y a le format qui en tant que tel est pas si fou. Il y a la stratégie que t'as mis en place qui est discutable, qui est très bonne, mais du coup, elle t'apporte pas là forcément là où tu veux. Mais du coup, c'est à toi aussi de te dire, j'ai des grosses ambitions. Et en même temps, apprécier aussi les petits steps passés, les petites victoires, le lancement du site, la nouvelle version du site, le nouveau logo, les premiers clients à plus de 50K, Sinon, tu fais qu'avancer, et c'est très bien, tu vas vite, mais c'est un marathon, à chaque fois, c'est ce qu'on se dit, c'est très cliché, encore une fois, mais faut qu'on tienne sur la durée. J'étais en dîner hier soir, je parlais avec une pote sur ça, il faut qu'on tienne sur la durée, putain, ça sert à rien de tout cramer tout de suite, il faut qu'on tienne, parce que les gens vont se dire, ok, ils ont que 3 ans, et si tu le vois pas dans la 4e année, il y a un problème. Il faut se dire, ils sont là, ils sont implantés, ils font ton chiffre d'affaires, et ils sont solides, parce qu'il a déjà monté telle boîte, tel truc. C'est ça. Enfin, je pense, sinon, c'est que des paillettes.
Tu montes des Exactement. trucs, ça se casse la gueule. Ah, j'ai monté ça. Et c'est quoi sur LinkedIn, là, le trou, là? Ah, bah, c'est juste que t'as revendu? Ouais, non, vite fait, tu vois. Donc, Carrément. sur la durée, est-ce que tu peux nous dire, pour terminer cet épisode, où on doit attendre Myriad dans 6 mois et où est-ce qu'on doit vous attendre dans 6 ans? Oula, j'étais pas prêt à cette question. Dans 6 mois, je pense qu'il y aura pas forcément tant de choses que ça qui auront changé. Nous, on fait de la belle croissance, donc on sera là. Par contre, dans 6 ans, moi, j'ai vraiment un objectif d'avoir un impact concret. Ma vision, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises, de l'impact énorme que tu peux avoir en prenant soin de la santé mentale de leurs salariés, de prendre soin de l'engagement collaborateur, de l'équilibre vie privée, vie perso, de la culture d'entreprise. Et donc, où est-ce que tu pourras nous voir dans 6 ans comme un leader du marché, sur un marché qui aura une prise de conscience complète de cet impact. Ok, c'est hyper clair pour moi, Anthony. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était un plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu. Évidemment, vous pouvez suivre les actus et les nouveautés de Myriad sur votre site, vos réseaux. J'imagine que tout est complet. On a tout ce qu'il faut. Et sur LinkedIn aussi. Je dirais que tu postais un peu sur LinkedIn également. Donc, on va regarder ça. Merci aussi à French Tech Est et French Tech Grand Paris d'être partenaires de cette saison 4 de Charbon. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.